Les échanges internationaux. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les échanges internationaux ont progressé plus vite que la production mondiale. Ce développement a conduit à une interdépendance accrue des économies. Il a été permis par la mise en place de règles et d'institutions dont l'objectif était de favoriser le libre-échange et la coopération internationale. Le libre-échange, c'est une doctrine économique selon laquelle les biens économiques doivent circuler librement entre les nations. Elle préconise donc la suppression de toutes les entraves aux échanges, l'ensemble de toutes les taxes. Le protectionnisme, c'est une doctrine économique selon laquelle le marché économique national doit être protégé. C'est une politique économique visant à limiter, voire interdire l'entrée de produits étrangers. Le perfectionnisme tarifaire, ce sont les droits de douane. Le protectionnisme non tarifaire, ce sont les quotas, embargos, restrictions volontaires d'exportation. Le protectionnisme réglementaire, les normes, règles de procédure douanière et tracasseries administratives au niveau de protection des marchés publics. Les grands courants d'échange basés sur 2005. L'évolution des échanges par produits. Les échanges de produits manufacturés prédominent dans le commerce mondial, 75% des exportations mondiales. Ils progressent plus rapidement, surtout les biens d'équipement, que les échanges de produits primaires, agricoles, minéraux et combustibles, qui régressent au plan mondial de 25%. Les échanges agricoles, surtout, ont reculé. Le commerce international des services se développe plus rapidement que le commerce des marchandises. Il représente près de 20% du commerce mondial. L'évolution géographique des échanges. Les pays industrialisés, les pays. Ils réalisent 70% du commerce mondial de marchandises et 75% des échanges de services. La majeure partie des échanges se réalisent entre les pays de la triade, Amérique du Nord plus Europe plus Japon, Asie en développement. La partie de l'Asie et du Pacifique grandit dans les échanges au détriment de l'Amérique alors que la part de l'Europe reste stable, avec environ un tiers des exportations de marchandises et 40% des exportations de services. L'Union européenne est de loin la première puissance commerciale mondiale. L'Extrême-Orient, il représente 28% des exportations et 20% des importations mondiales et pèse désormais plus que l'Amérique du Nord, Mexique inclus dans le commerce mondial. Les PECO, PECO, pays de l'Europe centrale et orientale, anciens pays communistes du centre et de l'est de l'Europe, représentent environ 3% du commerce mondial. Les PVD, les pays en voie de développement, réalisent 27% des échanges internationaux, mais ce chiffre cache une grande diversité de situations. Les NPI, nouveaux pays industrialisés, d'Asie, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie, réalisent environ 10% du commerce mondial. Les PMA, les pays les moins avancés, essentiellement africains, part de plus en plus faible du commerce mondial, 0,3%. La régionalisation des échanges, la multiplication des accords commerciaux régionaux, accords de libre-échange, union douanière ou économique, a renforcé les échanges intra-zones. Les pays de l'UE réalisent 70% des échanges entre eux. Les États-Unis, le Canada et le Mexique réalisent 35% de leur commerce entre eux en s'appuyant sur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Les pays asiatiques au sein de l'ASEAN, Association des nations d'Asie du Sud-Est, réalisent plus de 45% de leur commerce entre eux. Donc l'ALENA lie le Canada, le Mexique et les USA depuis le 1er janvier 1994. C'est une zone de libre-échange. On a l'Union douanière, l'UDEAC, l'Union douanière économique de l'Afrique centrale qui regroupe le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad. En tant que marché commun, on a le Mercosur, le marché commun du Sud, depuis le 1er janvier 1995 qui réunit l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili et la Bolivie en membres associés. Et l'UE, l'Union européenne, ça constitue le seul exemple d'intégration aussi poussée. Le poids du commerce intra-firme. Un tiers du commerce mondial est constitué d'échanges entre filiales et de firmes multinationales. Ces firmes réalisent la plupart des transferts internationaux de technologie. Leur stratégie de localisation résulte de facteurs commerciaux, se rapprocher des marchés, et de facteurs industriels, se rapprocher des sources d'approvisionnement, contourner des barrières protectionnistes, abaisser leurs coûts de production, profiter d'avantages fiscaux, réduire les risques politiques et économiques.
Donc la décomposition internationale des processus productifs, DIPP. La décomposition internationale des processus productifs est la décomposition des différents stades de la fabrication d'un pays entre plusieurs pays afin d'en réduire le coût. Le produit final sera recomposé lors de l'assemblage pour être vendu ensuite. Ce phénomène donne lieu à un commerce international de pièces détachées ou de produits semi-finis d'une part et à des réexportations d'autre part. Le perfectionnement passif consiste à exporter de leur pays d'origine des produits en pièces détachées, de les faire monter à l'étranger là où la main-d'œuvre est abondante et peu onéreuse, et de les réimporter lorsqu'ils seront finis. Le commerce intra-firme sont les relations entre firmes comme une maison mère et ses filiales. Le but est de réduire les coûts, produits de haute technologie, automobile, électronique, etc. Les spécialisations internationales, les PVD. La spécialisation est très poussée. 2 à 3 produits représentent entre 50 et 75% de leurs recettes d'exportation. Pour les pays d'Afrique, la spécialisation repose essentiellement sur l'exportation de matières premières, voire la notion de dégradation de l'échange. Pour les autres PVD, elle repose depuis le début des années 90 sur les industries fortement utilisatrices de main-d'œuvre, comme le textile. Les pays, la spécialisation est plus diffuse et leurs échanges sont majoritairement des échanges intra-branches, c'est-à-dire de produits similaires. Les pays développés sont aussi les principaux exportateurs de matières premières, agricoles, énergie, etc. L'organisation des échanges internationaux, du GATT à l'OMC. La création de l'OMC en 1995 consacre le processus de libéralisation des échanges internationaux initié dès 1947 avec les accords du GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, en français tarifs douaniers et commerce international. En effet, le cloisonnement du marché mondial à partir de 1929 avait largement contribué à aggraver la grande crise. L'objectif était d'éviter que les pays reconstruisant leur économie se protègent de façon excessive ou irréversible, freinant ainsi les échanges créateurs de richesses. C'est la loi de Ricardo. Échange de richesses et de développement. Le GATT reposait sur 2 principes fondamentaux. La non-discrimination en 3 règles. Donc la clause de la nation la plus favorisée, la règle ou le principe de réciprocité et la règle de l'égalité de traitement. Et la concurrence loyale en 3 mesures. L'abandon progressif des droits de douane, l'abolition des restrictions quantitatives aux échanges, les quotas, et l'interdiction du dumping à la vente à perte pour s'introduire sur un marché étranger. La vente à l'étranger à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché national et des subventions à l'exportation. Il y a 3 types d'exceptions, cependant, les exceptions concernant les produits. Jusqu'à la création de l'OMC, certains produits ont profité ou profitent encore de mesures dérogatoires, les produits agricoles subventionnés, les services et les textiles, accords auto-limitation des exportations des pays du tiers-monde pour risque de disparition de la production locale. Les restrictions concernant les pays, les PED peuvent bénéficier du système des préférences généralisées qui les autorisent à ne pas étendre aux pays riches les accords douaniers conclus avec d'autres PED. Et dernière exception, les adaptations en faveur des unions régionales. Un pays qui adhère à une zone de libre-échange baisse ses barrières douanières mais n'est pas obligé de consentir cette baisse aux pays extérieurs à cette zone. L'OMC remplace depuis le 1er janvier 1995 le GATT. Les procédures de règlement des conflits commerciaux entre les États membres sont améliorées grâce à la création de l'ORD, l'organe de règlement des différentes sortes de juridictions permanentes dont était dépourvu le GATT. L'ORD évalue le préjudice et fixe les mesures de rétorsion que le plaignant peut appliquer au pays fautif s'il refuse de suivre les recommandations. Le champ d'intervention de l'OMC s'étend aux services, accord général sur le commerce des services AGCS ou GATS en anglais, à la propriété intellectuelle, à l'environnement, aux investissements, aux règles de concurrence, aux marchés publics et aux clauses sociales. Les principaux résultats obtenus. Une structure de négociation internationale évitant les guerres commerciales, 1947, 23 signataires, septembre 2003, 146, qui a favorisé
Le développement des accords multilatéraux, tous les pays signataires, au détriment des accords bilatéraux conclus entre deux pays uniquement et qui peuvent mettre en présence des acteurs de poids économiques différents. Ça a favorisé un abaissement très important des droits de douane et des restrictions quantitatives aux échanges. En 1947, sur les produits manufacturés, 40% en moyenne, inférieur à 4% aujourd'hui. Les limitations aux échanges de produits textiles ont pris fin en 2005. Et ça a favorisé aussi les produits agricoles qui font l'objet de 3 mesures de libéralisation: l'abaissement des droits de douane, l'introduction des mesures de soutien à la production locale et la diminution des subventions à l'exportation. Mais les PED ne sont pas tenus d'abaisser autant que les PD leurs barrières douanières. Les PMA ne sont pas obligés de libéraliser leur commerce. Un début de libéralisation des échanges de services concernant essentiellement le transport aérien, les télécommunications et les services financiers. Et la mise en place d'un organe de règlement des différends, généralement réglé à l'amiable. La procédure a permis à des PED de faire condamner des pays développés. Mais l'OMC est confronté à plusieurs difficultés. Les États ont tendance à multiplier les actions unilatérales, instauration de droits anti-dumping, mesures de sanctions unilatérales pour concurrence jugée déloyale. Le dumping, ça désigne les pratiques commerciales interdites et considérées comme déloyales. Vendre une marchandise dans un autre pays à un prix inférieur à celui pratiqué dans le pays d'origine de l'entreprise. Les États-Unis en particulier imposent des droits de douane très élevés sur certains produits européens sous prétexte que l'UE interdit la commercialisation de viande bovine contenant des hormones. L'OMC doit aussi compter avec le développement des accords interrégionaux qui remettent en cause la logique multilatéraliste qui a animé le GATT. Multilatéralisme, c'est-à-dire les relations interétatiques de coopération dans le but d'instaurer des règles communes, en particulier au niveau des échanges commerciaux. De plus en plus d'accords de libre-échange entre pays voient le jour, ce qui conduit à un traitement différent des pays selon qu'ils participent ou non à l'accord. Au-delà des difficultés techniques, l'OMC est aussi confronté à des difficultés politiques. Les États-Unis et l'Union européenne éprouvent beaucoup de difficultés à se mettre d'accord sur le contenu des négociations et la mondialisation fait l'objet dans de nombreux pays d'une forte contestation de la population. La CNUCED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a pour objectif de favoriser le développement du tiers-monde. Donc le développement, c'est l'ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique. Son action repose sur 3 mécanismes. Le système généralisé des préférences qui autorise les tarifs préférentiels sans réciprocité au PVD. Le programme intégré pour les produits de base dont l'objectif est la stabilisation des cours, échanges commerciaux rééquilibrés, ce qui suppose l'accès des pays du Sud au marché du Nord et l'amélioration des termes de change. Et enfin, l'aide au développement, éducation, santé, infrastructure. Le CNUCED a produit de nombreuses règles de droit international. Cependant, depuis son heure de gloire dans les années 1980, cette organisation a décliné. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'interventionnisme mais au libéralisme. Effondrement de l'URSS, économie de marché en Chine. Cette organisation a été plus ou moins contrainte à rejoindre la position actuelle de l'OMC. Les organismes à vocation financière. Le Fonds monétaire international a organisé dès 1944 le système monétaire international. Il finance par prêt les déficits des balances des paiements des pays membres en contrepartie de la mise en œuvre de mesures de rééquilibrage. Réduction des déficits égale politique de rigueur. La Banque mondiale consent des prêts aux pays du tiers-monde pour favoriser leurs investissements ALT et rendre la croissance plus équitable dans ces pays en l'accompagnant d'une politique sociale. Par exemple, la Banque mondiale octroie des prêts pour des programmes d'éducation et de santé. En conclusion, l'économie mondiale apparaît aujourd'hui plus que jamais hiérarchisée. Certains pays se sont parfaitement insérés dans des marchés mondiaux et ont pu bénéficier d'une croissance forte. D'autres pays, au contraire, payent leurs faiblesses car mal protégés de la concurrence, les PMA. Les anciens pays vont-ils se laisser concurrencer par tous ces NPI? Les campagnes pour les produits éthiquement corrects poussent les entreprises à respecter les règles d'un commerce équitable avec les PED, notamment le travail des enfants. Le modèle de développement durable
L'éco-développement est un développement qui tient compte de l'écosystème et qui a pour objectif de préserver les ressources du milieu terrestre pour la génération suivante. Cette stratégie consiste à combiner économie, société et environnement et vise à satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme, s'appuyer sur les forces propres des populations et leur permettre de réaliser leurs propres projets et maintenir à long terme les grands équilibres écologiques. L'évaluation des courants d'échange. La balance des paiements permet de comptabiliser les opérations commerciales, financières et monétaires intervenues au cours d'une année entre un pays du reste du monde. La balance des paiements est un document comptable qui retrace les transactions effectuées par un pays avec le reste du monde pendant une période donnée, généralement une année. Ces transactions portent sur l'ensemble des flux de marchandises, importation et exportation au sens strict, de services, voyages, transports, de capitaux, flux financiers, actions, obligations, entre un pays et le reste du monde. La balance des paiements est établie par la Banque de France en collaboration avec le ministère de l'économie selon des règles élaborées par le FMI. À partir des données de la balance des paiements, les indicateurs permettent d'apprécier la situation d'un pays vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Les composants de la balance des paiements. La balance des paiements est composée de 3 comptes. Le compte des transactions courantes, le compte de capital et le compte financier. Le compte des transactions courantes, il regroupe les opérations sur les biens et les services, c'est-à-dire tous les échanges de biens, importation et exportation de marchandises et de services, transport, assurance, tourisme, construction, principalement, licence, location, de brevets ou de marques. Les opérations de répartition, c'est-à-dire les revenus versés et reçus du reste du monde, les rémunérations et les revenus du capital, et les dons, les aides publiques et privées. On y trouve également les aides européennes. Le compte de capital, il comptabilise principalement l'annulation de créances, les remises de dettes et les cessions de brevets. Et le compte financier enregistre les flux financiers correspondant à des investissements directs à l'étranger. Investissement des entreprises françaises à l'étranger, des entreprises étrangères en France. Investissement de portefeuille, placement en titres, actions et obligations. Et les avoirs de réserve en or et devises détenus par la Banque centrale. Il va mettre en évidence les flux d'investissement direct réalisés par un État dans le reste du monde et ceux réalisés dans le pays par les étrangers. Les indicateurs du commerce extérieur. On a le solde commercial, le taux de couverture, le solde des transactions courantes et les indicateurs de l'investissement direct à l'étranger. Donc le solde commercial ou le solde de la balance commerciale. La balance commerciale enregistre les importations et les exportations de marchandises. Le solde commercial est égal à les différences entre les exportations et les importations. Solde commercial égale exportation moins importation. C'est un indicateur de la compétitivité économique d'un pays. Un solde positif correspond à une balance commerciale excédentaire, un solde négatif à une balance déficitaire. Lorsque l'on parle du commerce extérieur, on se limite en principe aux échanges de marchandises. Lorsqu'on ajoute des services, il serait préférable de parler d'échanges extérieurs. Solde des échanges extérieurs égale solde commercial plus solde sur les opérations de services. Le taux de couverture, il se calcule de la façon suivante. Taux de couverture égale valeur des exportations sur valeur des importations fois 100. Comme le solde commercial, il permet d'apprécier la performance commerciale, il facilite les comparaisons dans le temps et dans l'espace. Le solde des transactions courantes. C'est l'indicateur mensuel retenu pour l'analyse des échanges. Un excédent de la balance des transactions courantes signifie que le pays produit plus qu'il consomme et investit. Un excédent des transactions courantes n'est pas une bonne ou une mauvaise chose en soi pour une économie. Tout dépend de l'origine de cet excédent. Une bonne compétitivité des produits, qui est favorable à l'économie, ou un ralentissement économique interne, qui est défavorable. Les indicateurs de l'investissement direct à l'étranger. L'indicateur le plus utilisé pour observer le développement des entreprises multinationales dans l'économie mondiale est le taux de croissance des investissements directs à l'étranger. L'investissement direct à l'étranger, IDE, est constitué des capitaux que les résidents d'un pays possèdent dans d'autres pays et qui sont investis dans des activités productives. En 2003, les flux d'investissement direct mondiaux s'élèvent à environ 560 millions de dollars, en recul depuis 2001.
Depuis 20 ans, le nombre de firmes multinationales européennes et japonaises se développe au détriment du poids des États-Unis. Les entreprises de l'Union européenne détiennent 49% du solde mondial d'investissement direct à l'étranger contre 6,2% aux firmes japonaises et 24% aux firmes américaines. Les termes de l'échange. Il s'agit du rapport qui mesure l'évolution du pouvoir d'achat des exportations. Le terme de l'échange se calcule en terme d'échange égale indice des prix des exportations sur indice des prix des importations fois 100. Les termes d'échange sont représentés par un indice de base 100 pour une certaine année. Si le rapport s'améliore, cela signifie que le prix des exportations augmente par rapport au prix des importations. On parle d'amélioration des termes de l'échange. A l'inverse, si le rapport diminue, il y a détérioration des termes de l'échange. Cela signifie que le pays doit exporter plus de marchandises pour se procurer un même volume d'importation. En résumé, la balance commerciale, c'est le document comptable qui enregistre les mouvements de marchandises entre un pays et le reste du monde. La balance des paiements, c'est le document comptable qui retrace l'ensemble des flux de marchandises, de services, de capitaux, flux financiers entre un pays et le reste du monde. Et le compte des transactions courantes, c'est le document comptable qui regroupe les mouvements de marchandises, les biens, les mouvements de services, les revenus et les transferts courants. Donc solde commercial, exportation moins importation, taux de couverture, valeur des exportations sur valeur des importations fois 100, et terme de l'échange, indice du prix des exportations sur indice du prix des importations fois 100. Les inégalités de développement. Longtemps, on a opposé les pays développés aux pays sous-développés. Aujourd'hui, les pays sous-développés ne forment plus un ensemble homogène car il existe entre eux de très fortes inégalités de développement. Ces pays représentent les 3/4 de l'humanité et ne réalisent que 20% de la production mondiale. Historiquement, le tiers-monde, c'est les pays qui cherchaient une troisième voie face au bloc capitaliste et socialiste. À la notion de pays sous-développé, on préfère l'expression de pays en voie de développement, PVD, ou plus simplement de pays en développement, PED. La notion de développement durable ou développement soutenable est née au milieu des années 80 au sein des organisations internationales afin de mettre en évidence les limites de certains modes de croissance et de développement. Donc le DD, le développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Face à la diversité des PED, les organisations internationales retiennent une classification de ces pays selon leur niveau de développement. On distingue les NPI, les pays de l'OPEP, les PMA. Les nouveaux pays industriels. Il s'agit des 4 dragons d'Asie, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, ainsi que quelques pays de l'Amérique latine. Ils se caractérisent par un rythme très rapide de développement, en 20 ans, une partie importante du secteur manufacturier, les industries, un degré d'ouverture, un développement, un degré d'ouverture important, hein, l'ouverture c'est le développement extraverti, 60 à 70% de la production industrielle est exportée. Ce sont les filiales des multinationales qui sont à l'origine du développement des NPI avec des délocalisations pour profiter des faibles niveaux de salaire. La très forte croissance de tous ces pays et de quelques autres, Thaïlande, Indonésie, Chine notamment, a rendu quelque peu caduque cette notion de NPI. L'ensemble de ces économies situées en Asie, en Amérique latine ou en Europe centrale sont qualifiées aujourd'hui de pays émergents. Cette notion vise à caractériser leur important taux de croissance de 5 à 10% par an et le fort développement de leur marché boursier jusqu'à la crise financière de 97-98. Les pays de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole. Ce sont des pays dont 30% au moins des exportations de marchandises sont constituées de ventes de pétrole et de gaz. Leur économie est fortement dépendante de l'évolution des prix du pétrole. Et les pays les moins avancés regroupent les pays les plus défavorisés de la planète, une quarantaine principalement situés en Afrique. Ils ont un faible revenu par habitant, un taux d'alphabétisation inférieur à 20%, un très faible poids de l'industrie dans le PIB, environ de 10%, et des perspectives de développement limitées. Les causes des inégalités de développement qu'on peut retrouver sur l'hdr.undp.org. Les traits dominants du
Sous-développement. Donc c'est les causes de l'inégalité du développement, hein. Les traits dominants du sous-développement, les facteurs naturels et démographiques, la thèse du retard de développement et le sous-développement, conséquence du développement des autres pays. Donc les traits dominants du sous-développement. Les pays en développement possèdent des caractéristiques que nous allons présenter. Le dualisme et l'inarticulation. L'économie des pays en sous-développement est une économie duale, composée de deux secteurs qui fonctionnent avec des logiques différentes. Concept d'inarticulation. Le secteur traditionnel, économie vivrière, autarcique, qui assure les ressources de la famille. Économie informelle, artisans et PME, salaire faible, moyens techniques rudimentaires et besoins locaux pour l'économie. Le secteur exportateur ou moderne, les grandes entreprises multinationales, salaire élevé, techniques modernes, besoins d'exportation. Secteur traditionnel, besoins locaux, secteur moderne, besoin d'exportation. Ces deux secteurs entretiennent peu de relations. La croissance de l'un n'entraîne pas la croissance de l'autre. L'extraversion du système économique. L'économie des pays en voie de développement est fortement extravertie, tournée vers l'extérieur, avec des débouchés externes. Ces pays ne contrôlent pas les prix qui sont fixés sur les marchés internationaux, Chicago, Londres, et sont très dépendants des bourses occidentales. Les recherches des pays sont souvent le fait d'une ou deux matières. La dépendance financière. Ces pays en développement sont des pays à faible revenu dans lesquels l'épargne nationale est faible. Ils ont besoin de capitaux extérieurs pour financer leurs investissements. Par exemple, le Cameroun, la part du budget alloué au service de la dette pour 2009 est de 15% par services nationaux. Non, de 15% et les services sociaux, 4% du budget. Les facteurs naturels démographiques, l'absence de richesse du sous-sol, minerais, pétrole et les effets défavorables du climat tropical sont souvent présentés comme des causes naturelles du sous-développement. Pourtant, certains pays ont réussi à combattre ces handicaps. L'Australie, le sud des USA pour les effets du climat, le Japon pour l'absence de ressources naturelles sur son territoire. Alors que certains PED ne présentent pas ces handicaps, minerais et ressources pétrolières existent au Nigeria, au Congo. La forte croissance démographique n'est pas une explication satisfaisante. Dans de nombreux pays d'Asie ou d'Amérique latine, la croissance de la population a accompagné et favorisé la croissance économique. La thèse du retard de développement. Certains économistes considèrent le développement comme un phénomène linéaire, toutes les sociétés devant passer par les mêmes étapes de développement. Les retards actuels de développement s'expliquent par une main-d'œuvre abondante et peu qualifiée, un taux d'épargne et d'investissement trop faible et un manque d'entrepreneurs. Selon Rostow, le développement est un processus historique linéaire qui se déroule en suivant nécessairement 5 étapes. En fait, Walter Rostow a présenté un modèle de croissance unique qu'auraient emprunté tous les pays qui se sont industrialisés. Dans son ouvrage The Stage of Economic Growth, Rostow distingue 5 étapes dans la croissance économique. En premier, la société traditionnelle, activité agricole, familiale, l'outillage et techniques manuelles et une faible productivité. Secondement, les conditions préalables au décollage, l'épargne et l'investissement permettent une augmentation de la productivité et l'industrie naissante. En troisième, le décollage ou le take-off, plutôt. L'amélioration de l'investissement, donc le taux d'investissement de 5 à 10% du revenu national, la création de nouvelles industries à rôle moteur. En quatrième, la marche vers la maturité, taux d'investissement de 20% du revenu national, généralisation du progrès technique. Et en cinquième, l'ère de la consommation de masse, les besoins fondamentaux de la consommation satisfaits, l'industrie a atteint sa maturité, l'ère des services se développe. En conclusion, l'analyse de Rostow a eu une portée très importante car elle mettait l'accent sur l'industrialisation, sur la relation entre innovation et croissance et sur le lien entre croissance économique et développement général de la société. Elle a de plus inspiré de nombreuses politiques des années 1950 et des années 60. Cependant, plusieurs critiques ont été formulées vis-à-vis de la théorie de Rostow. L'hétérogénéité de l'économie mondiale. Les pays industrialisés. Ils contribuent à 80% de la production mondiale et à 70% des échanges internationaux.
L'Union européenne est la première puissance mondiale en termes de PIB. Elle représente 6% de la population mondiale, réalise 45% des exportations mondiales, 17% si on exclut le commerce intra-zone, c'est-à-dire dans l'Europe. Les pays en transition vers le capitalisme. Les fondements du système capitalisme. C'est un rappel. Le capitalisme repose sur la propriété privée des moyens de production et la liberté économique, c'est-à-dire la libre concurrence, la liberté du travail, la liberté d'entreprise et la liberté des échanges et de contrats. La régulation économique se réalise sur le marché sans intervention de l'État. L'économie est une économie monétaire. Le système des prix permet aux agents de se coordonner. C'est une économie décentralisée, les décisions à l'initiative des agents économiques. La recherche du profit est le mobile de l'activité des agents. La concurrence est un stimulant pour les agents économiques. L'évolution du système capitaliste dans les pays, l'essor du capitalisme a conduit à dissocier propriété et pouvoir des entreprises. La gestion de l'entreprise est le fait de managers professionnels, salariés. Les actionnaires sont soit des épargnants, soit des groupes industriels ou financiers, des compagnies d'assurance, soit de plus en plus rarement la famille de l'entrepreneur. L'État intervient pour relayer l'initiative privée et corriger les effets pervers de la concurrence entre agents. Les fondements du système socialiste, doctrine marxiste ex-URSS. Le socialisme repose sur la propriété collective des moyens de production, propriété de l'État ou propriété coopérative. Les rapports économiques et sociaux sont pris en charge par l'État. L'ajustement de la production aux besoins est réalisé par la planification. Le plan fixe des objectifs de production à partir d'une évaluation des besoins et des priorités. L'économie est centralisée. Les décisions prises par l'État dictées aux agents économiques. Les prix n'ont plus de signification économique. Ils permettent d'exprimer en unité monétaire le revenu qui revient à chacun. Le moteur de l'activité économique est la recherche du service rendu à la collectivité. Il repose sur une logique d'égalité sociale, à chacun ses besoins, à chacun selon ses besoins. Après la chute du système socialisme, le passage à une économie de marché, ces pays doivent passer d'une planification centralisée à l'économie de marché et de l'étatisme à la propriété privée, privatisation d'entreprises d'État, création d'un marché financier et libéralisation des prix et des salaires. L'ouverture internationale, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie sont des pays qui ont le mieux réussi dans la restructuration de leurs économies. Les NPI, on parle aussi de pays émergents, regroupent une dizaine de pays, Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Brésil, Argentine, Mexique et Chili, et la Chine plus récemment. Ils se caractérisent par une industrie suffisamment diversifiée pour satisfaire l'essentiel de leurs demandes intérieures. Leur stratégie d'industrialisation s'est caractérisée par le développement d'industries fortement utilisatrices de main-d'œuvre, du textile, produisant pour l'exportation. Puis leur spécialisation s'est étendue à des industries de haute technologie, la mécanique, l'électronique. Ils concurrencent les pays industrialisés sur de nombreux produits. L'intervention de l'État est très forte pour promouvoir un cadre favorable au développement de l'activité privée. Infrastructures, formation, financement. Leur niveau de développement s'est considérablement élevé depuis les années 60, à la fois en termes de revenus par habitant, de réduction des inégalités, d'élévation de l'espérance de vie et du taux de scolarisation. Mais ces économies sont exposées à des risques financiers internationaux du fait de leur endettement, l'Argentine en janvier 2002, ou de leur politique de change qui consiste à aligner leur monnaie nationale sur le dollar, les pays asiatiques. Enfin, les PMA, il s'agit des 40 pays les plus pauvres au monde. Ils se caractérisent par un PNB par habitant inférieur à 650 $, une faible industrialisation, un taux d'alphabétisation inférieur à 20%, une situation financière désastreuse, un IDH, un revenu réel par habitant, une espérance de vie et un taux d'alphabétisation, le tout inférieur à 0,5. Ils pratiquent une agriculture de substance et sont très dépendants des exportations de produits primaires, agricoles ou miniers, dont les termes de l'échange se dégradent. Ils sont fortement dépendants de l'aide internationale. Leur endettement pèse sur les capacités d'investissement.